Bon, tout d'abord, permettez-moi de dire que ces souvenirs, cette mémoire d'Ursula et de Alberto, pour moi, ont été une indication claire, m'ont fait penser à ce sentiment d'amitié qui, pendant des années, a caractérisé cette relation entre nous. Et en remémorant ces deux personnes extraordinaires, pour moi, il est important de voir un peu ce que notre mouvement est dans le monde entier. Nous sommes là aujourd'hui pour certifier ce passage d'une organisation à une fondation. Ce sont des aspects techniques, si vous voulez, mais qui sont nécessaires pour rendre notre action aussi productive que possible et efficace que possible. Donc, ce choix d'un nouveau statut devient aussi l'occasion d'une réflexion politique. Tout comme la naissance de la nouvelle équipe de dirigeants, ce qui est donc un moment clé, un moment clou de tout congrès d'une organisation. Je crois que dans la phase actuelle que nous vivons, que nous traversons, nous avons besoin de renforcer ce sens profond, ce sentiment profond de l'intérêt, de l'importance de notre action. Parce que j'ai un peu l'impression, la sensation que la situation est très, très grave. Nous avons en face de nous une situation climatique qui est en train de produire des catastrophes et nous n'en sommes qu'au début. Nous sommes tout simplement au début de ce qu'on peut considérer comme une phase de détérioration irréversible de notre climat. Et cela dépend du fait que la politique au niveau planétaire, malgré les rendez-vous qui se tiennent tous les ans, les élus écoutent les diagnostics posés par les scientifiques par rapport à la situation, par rapport à l'augmentation de la température terrestre, avec les catastrophes que l'on observe déjà. Et ces gouvernements prennent des décisions faibles et des engagements qu'ils ne tiennent pas. Et c'est donc, par conséquent, incontournable de la part de la société civile, des entreprises, des associations, de mettre des comportements vertueux en œuvre pour contribuer à changer la situation, la donne actuelle. Mais si la politique n'a pas la capacité d'avoir une vision, d'être visionnaire et de prendre des décisions fortes pour l'avenir de la planète, cette politique planétaire n'a pas cette capacité, alors, sans aucun doute, c'est l'humanité tout entière qui doit concourir à apporter une réponse concrète à cette situation de dégradation mondiale. Je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre, donc il n'y a pas, on ne peut pas reporter tout cela. Il y a aussi un autre sujet que je tiens à partager avec vous, une réflexion que je veux partager pleinement. Le tout se résume dans cette remarque. Le principal responsable de ce désastre environnemental
est le système alimentaire. C'est le système alimentaire, celui que beaucoup définissent l'économie primaire, est le grand responsable de cette catastrophe. Eh bien, affirmer cela au sein d'un mouvement qui, depuis plus de 30 ans, s'est donné la mission principale de défendre la biodiversité, eh bien, cette affirmation, cette remarque correspond à une obligation pour nous tous de ne pas rester indifférents et de continuer l'action que nous avons entreprise il y a longtemps et qui se concrétise, qui se matérialise dans un changement de paradigme nécessaire par rapport à la valeur de la biodiversité, par rapport à la justice sociale, par rapport à la situation environnementale. Ceci dit, nos choix pour les années à venir vont être des choix très importants. Et dans une certaine mesure, elles vont caractériser notre image à l'avenir. Donc, elles vont définir qui nous sommes à l'avenir. Je pense donc que nous avons un devoir, le devoir de mettre en œuvre partout sur la planète, étant donné que nous disposons d'un réseau avec des nœuds dans 150 pays. Je disais, nous avons le devoir de développer cette réflexion et de faire en sorte que des changements profonds se réalisent dans ce système alimentaire. Nous avons entamé tous ensemble une nouvelle période historique qui ne durera pas des années, peut-être des décennies ou des siècles. Cette période historique s'appelle la transition écologique et vivre la transition écologique pleinement veut dire, par conséquent, de manière absolue, faire en sorte que les changements de paradigme soient réels et non pas de faux changements. Donc, la relation entre nourriture et environnement doit changer, elle doit évoluer. L'impact environnemental doit changer. L'impact venant de l'utilisation sans mesure, démesurée de plastique qui pollue les mers du monde, qu'on assiste à un changement profond qui fait que la souveraineté alimentaire est affirmée, mais pas réalisée par les gouvernements du monde entier. La crise du blé en Ukraine qui n'arrive pas à être exporté, ce qui comporte des dégâts dans plusieurs pays, avec des pénuries énormes, est une démonstration pratique du fait que dans ces pays-là, cette idée de souveraineté alimentaire n'a pas été réalisée. Alors, on ne parle pas d'autarchie, on ne parle pas de la logique comme quoi chaque pays devrait produire tout ce qu'il faut à l'intérieur. Pas du tout. Il s'agit tout simplement de garder des positions culturelles, des acquis culturels et agricoles qui font partie de l'histoire de chaque pays. Le fait de garder ce patrimoine, de sauvegarder cette biodiversité est un principe qui traduit la souveraineté alimentaire dans une politique, dans une action politique, ce qui n'exclut pas les échanges entre pays. Mais cela ne met pas un pays dans la condition de dépendre à part entière d'une autre. Au contraire, on crée de cette manière les conditions pour avoir des espaces d'autonomie, d'identité, de fierté. C'est cela que nous avons promu pendant des années en défendant les sentinelles, en défendant la biodiversité, en défendant les communautés qui caractérisent
ce réseau merveilleux qu'est Terra Madre. Parce que dans ce concept de diversification, on exprimait de plein titre la signification de cette souveraineté alimentaire dont il est question. Ce mouvement doit continuer à animer notre action, faisant battre nos cœurs. Il doit être le trait qui nous distingue des autres à un moment où toute l'industrie alimentaire, d'une part, tout le secteur alimentaire est mis de côté par, d'une part, cette explosion gastrosophique, le boom gastrosophique qui est fictice, et d'autre part, c'est un sujet qui n'arrive pas à animer la politique internationale. Et c'est justement à ce moment de l'histoire que nous devons mettre en exergue les actions nécessaires en mettant en exergue les comportements visant à réduire les gaspillages. Souvent, on dénonce ces gaspillages alimentaires sans nous rendre compte de ce que cela veut dire au niveau global. Et de ce point de vue-là, les données que nous avons en face de nous parlent d'une catastrophe biblique, parce que penser que 33% de la production alimentaire mondiale n'est pas utilisée, mais que cette production est réalisée et qu'elle est donc rejetée, qu'elle est éliminée comme déchet, est impressionnant. Je parle de milliards de tonnes de nourriture, des milliards de tonnes de nourriture. Et si on voulait en considérer ensuite les conséquences de cela, eh bien, il faut parler des millions d'hectares de terrains fertiles qui ont été utilisés pour produire ces déchets. Combien de milliards de litres d'eau ont été utilisés pour produire ces déchets? Mais de quoi parlons-nous? Est-ce qu'il est possible de continuer à concevoir ce fait comme quelque chose de normal, presque irréversible, et sans le devoir de nous en rendre compte à un moment où l'eau nous manque, nous continuons à utiliser cette eau pour produire des déchets. Au moment où la terre agricole nous manque, nous continuons à l'utiliser pour produire des déchets. Est-ce que c'est raisonnable? Donc, notre action, notre activisme qui tient compte de cet aspect doit être le trait marquant des années à venir de Slow Food. Le moment est venu de mettre en œuvre notre activisme politique. Et c'est précisément cet activisme politique que nous demandent de manière forte nos jeunes. Les jeunes générations nous demandent de prendre une position forte. Ils le demandent à nos élus et aux générations plus mûres. Ils nous demandent d'être conscients de ce désastre, de cette catastrophe annoncée. Et pour arrêter cette catastrophe annoncée, ce qui nous sert, ce n'est pas un blablabla comme le dit Greta Thunberg. Il faut prendre une position politique forte. Je crois que c'est la nouvelle frontière. Et après les désastres occasionnés, le tsunami occasionné par, d'une part, la pandémie et de l'autre côté, la guerre en Ukraine, qui n'est que l'une des 100 guerres qui sont menées à l'échelle planétaire. On est horrifié par ce conflit en Europe, mais il y en a plus de 100 qui existent à l'échelle planétaire, dont la plupart dans l'indifférence totale, si ce n'est qu'on est même des complices, parce que la persécution qui est faite contre les Kurdes est honteuse pour l'Union européenne. C'est honteux pour l'OTAN que nous légitimisons. Le fait qu'un membre de l'OTAN puisse persécuter un peuple est inacceptable. Mais de quoi parle-je?
parlais-je. Je parle d'une vision différente et cette vision est arrivée à ses conséquences extrêmes. Il n'est plus possible de se taire. Il n'est plus possible de penser que sur la question alimentaire, sur les sujets agricoles, sur la production de la nourriture, nous n'allons pas intervenir avec beaucoup de force venant de notre activisme plus puissant, plus incisif, plus lié aux instances venant du monde des jeunes. Donc, le moment est venu maintenant de prendre conscience de tout cela et en allant au-delà aussi d'une série de débats qui, à mon avis, sont, disons, qui nous éloignent de la réalité. Le premier, par exemple, global, mondial et local. Le deuxième, innovation et tradition. Je vous demande de faire un effort pour aller au-delà du concept de ces deux termes qui sont séparés. Soit on est local, soit on est mondial, soit on est tradition, soit on est innovation. Bon, ça, c'est l'idée reçue. Ce n'est pas ainsi. Ces mots interviennent entre eux de manière dialectique et ils réussissent à exprimer ainsi le potentiel que la société civile a et qu'elle nous place devant nous, qu'elle place devant nos yeux. Cette dialectique est la caractéristique, le signe caractéristique de Slow Food, c'est la signature de Slow Food qui, sur ce front, a réalisé un rapport dialectique de manière à ce que, on l'a déjà dit tout à l'heure, nous pouvons être globaux, mondiaux, même en étant enracinés au niveau local. Notre présence au niveau local renforce notre position au niveau mondial. Comment pourrions-nous dire que nous avons atteint une attention au niveau mondial s'il n'y avait pas cette multitude de milliers de communautés qui font référence à Terre Améade et à Slow Food aux quatre coins du monde? C'est bien ce dualisme-là qui est soutenu par d'une idée forte qu'on peut exprimer le potentiel global de notre mouvement. Et puis, pire encore, concevoir la division entre innovation et tradition, comme si les traditionalistes étaient des nostalgiques, des conservateurs, et de l'autre, les innovateurs étaient en fait les progressistes, ceux qui pensent à l'avenir. C'est des futaises, il n'y a que, c'est vraiment des futaises. Et la vraie innovation, souvent, est représentée par la capacité de revitaliser une tradition. Qu'est-ce que nous avons fait pendant toute notre vie? Nous n'avons fait que revitaliser ce patrimoine immense qui est représenté par les produits du territoire, les savoir-faire, par les petites communautés qui gardaient ces produits de la tradition, qui les conservaient. Et dès qu'ils ont été revitalisés, ils ont réalisé un processus nouveau, innovateur, que personne n'aurait imaginé. Il en est de même pour la tradition. Si une tradition ne prévoit pas un tout petit peu d'innovation, elle est destinée à disparaître. Voilà la dialectique entre tradition et innovation. Eh bien, ce terrain, je tiens à le dire clairement, est un patrimoine propre à Slow Food. C'est l'élément qui différencie Slow Food de tous les autres mouvements. Nous avons été capables d'être enracinés au niveau local, dans le terrain, jusqu'au bout pour exprimer notre mission globale, mondiale. En même temps, nous sommes conscients que la défense du patrimoine traditionnel de nos acquis traditionnels peuvent devenir de manière dialectique une expression de grande innovation. Donc,
l'innovation acquiert à ce moment-là cette créativité qui lui manque. Et c'est ce que nous avons fait en 40 ans, dans ces 40 ans de vie d'existence. Si on me demandait quelle est la synthèse de ce parcours, je dirais exactement ceci. Je pourrais citer tout ce que nous avons réalisé, des présences au niveau de l'organisation, d'événements, au niveau de la politique, des institutions telles que cette université, des événements extraordinaires, Terra Madre et autres. Mais faites attention, ce sont là les aspects liés plutôt à l'organisation, parce que l'âme, l'esprit et la pensée, eh bien, ça, la pensée, c'est d'avoir surmonté l'antagonisme entre global, mondial et local, et entre innovation et tradition. Et donc, c'est aussi la capacité d'avoir organisé, d'avoir mis sur pied cette organisation qui a permis à notre façon de faire, notre action, faire de notre action un élément fertile partout sur la planète, donc dans tous les coins de la planète. Donc, quel est mon désir, mon souhait par rapport aux années futures? Mon souhait le plus fort est de garder cette biodiversité culturelle. Nous exprimons une biodiversité culturelle et dès que vous vous êtes présenté et vous avez dit avec fierté quel pays vous représentez, à part Amato, qui est momentanément japonais et qui gêne un peu tout l'Orient, toute l'Asie de l'Est. Eh bien, quand vous avez exprimé vous avez dit de quel pays vous venez, certains l'ont fait, non pas au nom d'un pays seulement, mais au nom de tout un territoire, les Caraïbes, d'autres réalités. À ce moment-là, nous avons exprimé jusqu'au bout notre présence basée sur une diversité culturelle, une biodiversité culturelle. Et pourquoi donc pourquoi on a fait ça? Je le répète une énième fois, mais il n'y a pas d'autres occasions aussi importantes que celle-ci. Je dois vous dire également que j'aimerais bien que ce soit clair, même dans les comportements que nous devrons tenir d'ici maintenant, donc dorénavant. Ce mélange entre intelligence affective et anarchie austère, eh bien c'est ça l'élément qui nous différencie, qui caractérise notre façon de faire, notre façon de œuvrer. Je disais, il n'y a pas de meilleure occasion aujourd'hui, c'est le jour le plus utile pour le faire. Eh bien, je voudrais que vous vous rendiez compte que quand je parle d'anarchie austère, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une boutade, ce n'est pas une façon de dire, on est un peu farfelu. C'est pas comme dire anarchie austère, bon, c'est la manie de Caroline. Non, non, pas du tout. Austère anarchie, c'est ce qui a caractérisé le fait que vous tous qui êtes ici présents et même ceux qui sont absents, vous avez réalisé sur vos territoires la politique que vous considériez comme étant la plus utile. Il n'y a pas eu une organisation, un mécanisme qui vous a imposé une façon de faire. Nous avons, au contraire, saisi vos façons de faire, nous les avons légitimées. Et je vous souhaite qu'à l'avenir, je souhaite qu'on pourra continuer comme ça, parce qu'on ne devient pas un mouvement international sur la base d'une logique de concentration du pouvoir, une logique de type animal. Quand je dis animal, j'entends un animal qui a un cerveau
Et ce cerveau gère toutes les parties du corps. Pour nous, de par notre nature, nous n'appartenons pas au monde animal, mais nous appartenons au monde végétal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parties de notre corps sont comme les parties d'une plante qui n'ont pas un cerveau unique, mais qui ont plusieurs centres qui contribuent tous à la vitalité de la plante. Les racines recueillent les sels minéraux, les feuilles dialoguent avec l'oxygène, l'écorce garde en vie la plante. Et ce concept de démocratie végétale, eh bien, ce qui doit continuer à être la marque, la signature de Slow Food. Et l'austère anarchie n'est pas une blague, c'est une pratique. Si nous ne reconnaissons pas au territoire leur capacité d'être des acteurs et d'œuvrer donc de façon à être proche des instances politiques, culturelles, historiques et philosophiques de nos pays, nous n'avons pas compris le potentiel de Slow Food. Le potentiel de Slow Food se trouve et réside dans cette biodiversité. Tous ceux qui ont une responsabilité de gouvernement d'un mouvement comme le nôtre, tous ceux qui ont ce pouvoir doivent exalter cette capacité. Ceci dit, donc tout se concrétise finalement parce qu'il y a un pacte affectif. Nous l'avons touché aujourd'hui en rappelant ces deux amis extraordinaires. Nous l'avons touché de la main. On a eu un nœud à la gorge. On regrette leur absence. Eh bien, cela doit continuer à être un élément distinctif de Slow Food. Et non pas un élément formel, mais ce doit être dans la réalité. C'est dans la réalité que l'importance de s'aimer bien devient la condition pour être membre de Slow Food. Nous ne pouvons pas vivre dans une association où, à l'intérieur, il y a des groupes de pouvoir qui se créent. Mais pouvoir pourquoi? Pour quel objectif? Dans quel objectif? Nous devons être une association qui est tendue à semer, à diffuser des éléments qui peuvent rendre cette austère anarchie un élément concret, quelque chose de réel. Ce concept, j'aime bien le répéter parce que très souvent, on est, disons, compris comme quelque chose de théorique. Non, non, c'est de la substance, c'est de la politique, ça. L'intelligence affective et l'austère anarchie, c'est la marque de notre politique, de notre association. Ne perdons pas cette étoile, ne perdons pas de vue cette étoile polaire, parce que nous avons grandi en suivant cette étoile polaire, non pas en suivant d'autres étoiles. Et je pense donc que relever ces défis, étant conscient de ce qu'on fait, avec la capacité de se renouveler, eh bien, ceci, à mon avis, est le vrai défi auquel nous sommes confrontés. Aujourd'hui, on touche une ambiance un peu bizarre qui m'a aussi pris, qui m'a concerné. J'ai l'impression qu'il y a une attitude de nostalgie du passage. Le rite du passage, ce sera un rite de passage peut-être. Mais il y a quelque chose qui couve sous la cendre. Et je dois dire tout de suite comment je vis ce moment. Ce moment qui, pour moi, marque et correspond à un changement de pas. Et c'est la vie d'une personne qui a consacré plus de 40 ans
à cette réalité? Eh bien, c'est un moment de réflexion pour moi. Eh bien, je vis ce moment avec une grande satisfaction et en même temps avec curiosité. Je ne sais pas si c'est plutôt de la satisfaction ou de la curiosité, mais je les sens comme moment, comme élément de cette phase. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que depuis 20 ans, donc en allant jusqu'au début de ce siècle, quand j'ai eu une maladie qui m'a créé pas mal de problèmes, à partir de ce moment-là, régulièrement, je rencontre des personnes qui me disent « Karline, allez, tiens bon, si tu n'es pas là, tout saute. C'est fini. » Et alors, je continue à rencontrer ces personnes qui me disent ça parce qu'elles m'aiment bien. C'est pas par méchanceté. Mais alors ça me vexe énormément. Ça me met de très mauvaise humeur. Ne parlons pas que quand on est malade et quelqu'un arrive et qu'il te dit « Ah ben, s'il te plaît, fais attention parce que si tu meurs, tout c'est fini. » Alors, c'est pas réconfortant. Hein. Mais même quand on est en bonne santé, dire à quelqu'un, à cette personne, que c'est lui qui garantit la continuité, ça, c'est pas beau. Hein. Et c'est la raison pour laquelle je dis que cette attitude, pour moi, eh bien, je vis ce moment avec satisfaction et curiosité. Avec satisfaction, en étant satisfait, parce que l'équipe, le groupe qui devra gouverner cette réalité est un groupe excellent, de personnes excellentes. Et pour chaque membre, pour chaque participant, et en général, pour le groupe et pour les tâches, les obligations de ce groupe pour gouverner cette fondation. C'est donc une équipe excellente. Et parce que le choix que nous allons faire de remettre la présidence internationale à un jeune Africain, qui est, je le dis publiquement parce que tout le monde doit l'entendre, et à laquelle je demande une seule chose, alors d'apprendre au moins l'italien et au plus vite. On n'a jamais voté un pape de l'Église romaine ne parlant pas latin. Alors, toi qui seras le président du mouvement, toi qui auras toujours un bras son élément moteur, je te prie de parler italien. Tu es un ancien élève de Pollenzo. Tu as déjà perdu une année à Pollenzo sans apprendre l'italien. Et donc, je vais m'occuper de ça personnellement. Je vais te suivre personnellement dans ce passage. Mais cet acte exceptionnel de voter Eddy, c'est motivé par le fait qu'il est quelqu'un d'extraordinaire qui a su réaliser ce que sur le continent sera caractérisé comme le principal continent pour le boom démographique. Eh bien, sur ce continent, il a su réaliser l'une de nos plus fortes intuitions, les 10 000 potagers en Afrique qui, grâce aux communautés africaines, nous avons pu réaliser. Dans Eddy, on trouvait un élément promoteur vraiment exceptionnel, excellent. Le signal que nous voulons donner dans cette situation est qu'il faut être jusqu'au bout, que nous voulons être jusqu'au bout un mouvement international et non pas eurocentrique ou occidentalocentrique, mais ayant la capacité d'entretenir un rapport dialectique fort avec toutes nos communautés, et cela dans chaque région du monde, avec la capacité de surmonter la logique eurocentrique qui fait de presque toutes les associations existantes un élément
caractéristiques distinctifs. Je suis convaincue que ce nouveau groupe dirigeant aura toutes les capacités d'affronter et de relever ces défis et qu'il aura la capacité de respecter cette austère anarchie que nous souhaitons tous. Eh bien, beaucoup de gens me demandent, de ce point de vue, quels sont donc les éléments distinctifs, caractéristiques, je ne dirais pas de ces 40 ans, mais en termes de sens que nous devons donner, transmettre et intégrer. Alors, si nous pensons sérieusement, eh bien, la multitude de gens, je parle de centaines, de milliers de gens qui, aux quatre coins du monde, font référence à nous, se rapportent à nous parce que nous avons changé leur réalité, parfois dans le cadre de leur travail, parce que nous avons renforcé, dans certains cas, le sens de communauté chez eux. Dans d'autres, nous avons contribué au changement de paradigme au niveau de leurs associations. Dans d'autres encore, nous avons montré la capacité de mettre en place un processus éducatif à travers l'université, à travers tout ce qui a été réalisé. Si nous faisons attention, eh bien, cette masse de gens est impressionnante. Hier, avant de venir ici, je suis passée par le centre-ville de Bras, la rue centrale, et j'entends crier quelqu'un, « Carline, Carline !» Et toutes les personnes regardaient, cherchaient. Alors, il y avait une table de 4 ou 5 jeunes étudiants qui criaient « Nous sommes gastronomes, nous sommes diplômés ». Et à ce moment-là, j'ai pensé à tous ceux qui peuvent, en quelque mesure, qui pourraient manifester leur joie d'être entrés en contact avec Slow Food. Pensez-y, pensez à vos réalités. Combien de réalités dans vos pays ont été actives et ont vivifié, revitalisé beaucoup de personnes. Et c'est le patrimoine que nous avons. C'est un patrimoine que nous ne devons pas disperser. Nous devons le garder, le conserver et faire en sorte qu'il soit toujours un patrimoine à nous qui corresponde bien à notre identité. Ce que nous allons réaliser trouve chez ces personnes non seulement, disons, un point de support, mais aussi de témoignage de ce que nous faisons. Il n'y a aucun doute que si nous regardons derrière nous ces 40 ans, non seulement nous voyons un réseau, nous voyons des bâtiments comme celui-ci, des paris, des défis. Nous voyons toutes les capacités de vision que nous avons eues et qui se sont réalisées. Car ce réseau, dans le réseau d'anciens élèves de Pollens, presque 4000 dans 120 pays du monde, ce réseau doit être renforcé. Et je vous invite tous à regarder dans vos pays combien d'anciens élèves de Polenzo sont dans vos pays et d'établir avec eux un rapport, parce qu'ils sont des anciens élèves et ils ont cette empreinte. Et ils sont dans vos pays en même temps et ils peuvent devenir des militants actifs. Avoir la conscience que ce réseau est vivifiante
aussi pour Slow Food, parce que c'est la nouvelle génération. Ce sont des jeunes qui ont une capacité d'entreprise, d'entreprendre, une capacité extraordinaire que le monde nous jalouse. Ils continueront à augmenter et à grandir parce que c'est là l'élément caractéristique de ce rapport. Donc, comme je vous disais, je suis satisfait de ce qu'on a réalisé. Curiosité, je suis curieux en même temps par rapport à ce que nous allons faire à l'avenir. À partir de cet après-midi, je vous prie, évitez toutes les cérémonies, style Amarcorn, le film de Fellini, d'éloignement, de regret. Non, que ce soit des cérémonies de joie, de grande joie. Pourquoi? Parce que je vais continuer à être, je serai toujours le fondateur. Hein? Donc, l'étymologie du mot fondateur, c'est le monsieur, en fait, qui œuvre pour réaliser les fondations d'un édifice. Eh bien, notre édifice n'est pas terminé, n'est pas fini, mais il y a une chose encore dont je suis sûre. Je suis archi sûre que les fondations de cet édifice sont solides et qu'elles ont la capacité de supporter le poids de ce que nous allons bâtir dorénavant. Les fondations sont sans aucun doute l'élément principal que, à l'avenir, dont nous pourrons profiter, sur lesquelles nous pourrons nous appuyer. Pourquoi? Parce que ces fondations sont le fruit d'un travail collectif. Et je suis obligée de remercier donc tous ceux qui, pendant ces années, les plus proches d'un côté, qui ont su supporter mon caractère. On dit que ceux du cancer sont lunatiques, mauvais caractère. Je ne pense pas l'avoir. Tandis que je demande, mes collaborateurs me disent, non, si tu es comme ça, vraiment, très mauvaise humeur. Je me sens dans l'obligation de remercier tous ceux qui ont contribué à ce voyage, ici, dans notre siège central, mais partout aussi dans le monde. Tout cela n'aurait pas été possible si on avait eu s'il n'y avait pas eu une complicité entre nous. C'est cette complicité qui a rendu cela possible. Une complicité qui a été joyeuse. Et je peux le dire parce que je me suis régalée. J'ai en quelque sorte réalisé, même du point de vue humain, et pleinement, j'ai compris que j'avais une richesse en termes de rapport personnel que je revois ici dans vos visages, dans vos yeux. Je revois ça dans les yeux de ceux qui ne sont pas là avec nous, parce que cette intelligence affective est une réalité et c'est bien ce qui permet aux grands défis d'être remportés. Je dis au nouveau groupe, donc, n'ayez pas peur d'être des visionnaires. Disons, profitez et exploitez toutes vos capacités de regarder loin à l'horizon. Ça fait partie de votre capacité affective. Même si vous allez faire des fautes, des erreurs, chaque erreur sera importante pour ensuite corriger vos fautes. Je n'oublie pas les fautes que j'ai faites parce que sinon... Eh bien, mais j'ai fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Hein. Et je vous dis que ces erreurs m'ont permis
de recaler nos objectifs et de renforcer nos idées. Ces erreurs, ces fautes ont été atténuées grâce à ce climat d'amitié, de solidarité. Ne perdez pas tout ça. C'est l'intelligence affective et l'austère anarchie qui doivent être les fondations sur lesquelles nous bâtissons, nous allons bâtir notre réalité future. Dans ces fondations, il y a en premier lieu notre capacité à être jusqu'au bout les interprètes de ce moment historique. Donc, merci de tout cœur à vous tous et si vis-à-vis de quelqu'un j'ai été peut-être un peu respectueux ou un peu rigoureux, bon, c'est le moment de demander pardon. Vous savez que je suis très instinctif, ça me vient du cœur, mais je le fais. Et en même temps, j'aimerais que ce soit clair que je vais continuer à être dans ce processus. Mais attention, je ne serai pas comme ces pères qui disent « Ah, c'est mon fils qui est le patron et puis le fils ne fait rien ». Je dis ceci et j'ai le témoignage de quelqu'un, de deux présidents, anciens présidents de Slow Food d'Italie, qui est un peu notre première expression de notre organisation que nous avons organisée hier avec la visite de lieu où nous avons fondé Slow Food Italia. Quand il y a 20 ans, j'ai quitté la présidence et depuis 4 présidences se sont relayées. Ici, il y en a 2. Mais j'invite les 2 personnes intéressées à témoigner du gouvernement qu'ils ont réalisé, de comment ce gouvernement n'a jamais été influencé par mes comportements. Donc, c'est mon intérêt, c'est ma satisfaction et ma curiosité en même temps de voir comment vous allez vous en tirer à l'avenir. Parce que on se fait ce cadeau, donc de voir l'association de Slow Food forte, un corps fort et vivant dans la présence du fondateur. Merci à tous et à toutes.